juin 2024, région de Kharkiv. À plusieurs dizaines de kilomètres de la ligne de front, une silhouette massive est dissimulée sous des filets de camouflage, immobile, au bord d'un chemin de terre à peine visible sur les cartes. Ce n'est ni une base, ni une position fortifiée. C'est un arrêt temporaire, calculé à la seconde près. Dans la cabine blindée, la radio grésille. Des coordonnées arrivent, brèves, précises, sans la moindre hésitation. L'équipage n'échange presque pas de mots. En quelques instants, la machine prend vie. Les portières claquent. Les soldats sautent au sol comme si le temps lui-même venait de les mordre. L'un court vers les caisses de munitions fixées sur le flanc droit. Un autre se positionne près de la culasse. Un troisième déclenche les vérins hydrauliques qui ancrent le véhicule dans le sol. Quelques secondes plus tard, un coup assourdissant déchire l'air. Un obus de 152 mm quitte le tube dans une détonation brutale et s'élance vers des positions ukrainiennes situées à plus de 20 km. Avant même que la poussière ne retombe, les vérins se replient, le moteur rugit et le véhicule disparaît déjà, avalé par le relief. L'ensemble de l'opération n'a pas duré une minute entière. Ce n'est pas une scène de cinéma, ni une reconstitution spectaculaire. C'est la première utilisation de combat documentée de la toute nouvelle artillerie automotrice russe sur roue, la 2S-43 Malois. Son apparition sur le front ukrainien provoque immédiatement une onde de choc dans les cercles militaires occidentaux, et plus particulièrement en France, où l'artillerie est depuis longtemps associée à un symbole de modernité et d'excellence technologique, le César. Lorsque les premières images de Malois apparaissent sur les réseaux russes, la réaction est presque instantanée. Ironie, sarcasme, comparaison cruelle. Des analystes occidentaux pointent du doigt une silhouette jugée archaïque, une absence d'automatisation, un équipage exposé, une portée inférieure aux standards modernes. Les commentaires fusent. Certains parlent d'une solution improvisée, d'autres d'un retour en arrière déguisé en nouveauté. En France, les parallèles avec le César sont immédiats et rarement flatteurs pour la machine russe. Là où le système français incarne la mobilité, la précision et le confort de l'équipage, Malois est décrite comme brute, fatigante, presque anachronique. Mais cette lecture rapide pose une question dérangeante. Si Malois est réellement dépassée, pourquoi apparaît-elle précisément maintenant, dans l'un des environnements de combat les plus saturés de drones, de capteurs et de frappes de contre-batterie jamais observées? Pourquoi investir des ressources industrielles et humaines dans un système que l'on juge inférieur sur le papier, alors que chaque minute passée sur une position de tir peut coûter la vie à un équipage entier? Pour comprendre ce paradoxe, il faut sortir des tableaux comparatifs et revenir à la réalité du champ de bataille moderne. Pendant des décennies, la doctrine russe a reposé sur des systèmes d'artillerie lourds à chenilles, protégés, capables de tirer longtemps et de transporter un grand nombre d'obus. Ces machines étaient conçues pour survivre dans un environnement où la détection était lente et l'observation limitée. Mais cette époque a brutalement pris fin. Sur le front ukrainien, les drones de reconnaissance scrutent en permanence l'arrière des lignes. Les radars de trajectoire détectent un tir presque instantanément. Les frappes de précision arrivent parfois en quelques dizaines de secondes. Dans ce contexte, rester immobile devient une condamnation. C'est précisément là que Malois entre en scène. Elle ne cherche pas à remplacer les systèmes lourds, ni à rivaliser directement avec les performances maximales du César. Elle est pensée pour répondre à une contrainte unique, frapper vite et disparaître encore plus vite. Son apparition n'est pas le fruit d'un engouement soudain pour l'artillerie sur roue, mais la conséquence directe d'un champ de bataille où la survie dépend du temps passé sur une position et non du niveau de confort offert à l'équipage. En France, le César est conçu pour une armée professionnelle, projetable, opérant souvent loin de son territoire, avec un nombre limité de systèmes extrêmement performants. Chaque pièce est précieuse. Chaque équipage est formé pour exploiter au maximum une technologie avancée. En Russie, la logique est différente. Il ne s'agit pas seulement d'avoir le meilleur système, mais d'en avoir suffisamment pour maintenir une pression constante malgré les pertes et l'usure. Malois choque parce qu'elle met en lumière cette divergence fondamentale. Elle accepte des compromis que l'artillerie française refuse. Moins de protection, moins d'automatisation, mais une capacité à être produite rapidement, réparée facilement et déplacée sans contrainte lourde. Elle n'impressionne pas par son élégance, mais par sa brutalité fonctionnelle.
Les premières images de combat diffusées par le ministère russe de la Défense montrent une discipline presque mécanique. Les équipages ne restent jamais sur place, les tirs sont courts, les déplacements constants. Cette approche rappelle une artillerie nomade, insaisissable, conçue pour survivre dans un environnement où la technologie adverse traque la moindre erreur. C'est ici que la comparaison avec le César devient inévitable, mais aussi inconfortable. Non pas parce que le système français serait dépassé, mais parce qu'il est optimisé pour une autre logique de guerre. Une logique où la supériorité technologique doit suffire. Or, sur le front ukrainien, la guerre n'oppose pas seulement des machines, mais des philosophies industrielles, tactiques et humaines radicalement différentes. La question n'est donc plus de savoir laquelle de ces deux pièces est la meilleure sur le papier. La vraie interrogation est bien plus dérangeante. Que se passe-t-il lorsque la guerre impose ses propres règles et que la vitesse, la quantité et l'endurance commencent à rivaliser avec la précision et le confort? C'est précisément à ce moment-là que le duel entre l'artillerie française et l'artillerie russe prend tout son sens et que l'épreuve Malois commence réellement pour le César. La décision de créer Malois ne naît pas sur un champ de tir ni dans une salle de démonstration. Elle apparaît dans les bureaux feutrés de l'état-major russe, bien loin du bruit des explosions, à un moment où les rapports du front deviennent de plus en plus alarmants. Les statistiques ne parlent pas de portée maximale ni de cadence théorique. Elles parlent de délai. Délai entre la détection et la frappe ennemie. Délai entre l'arrivée sur position et le premier tir. Délai avant l'évacuation. Dans ces tableaux froids, chaque minute supplémentaire se transforme en pertes humaines et en matériel détruit. Les systèmes à chenilles, pourtant solides et protégés, commencent à montrer leurs limites. Leur masse, leur consommation, la complexité de leur maintenance rendent chaque déplacement coûteux. Surtout, leur temps de déploiement devient un handicap fatal. Dans une guerre où un drone peut apparaître silencieusement au-dessus d'une position, la meilleure armure ne sert plus à rien si elle n'est pas accompagnée de mobilité immédiate. Ce constat n'est pas théorique. Il est alimenté par des dizaines de rapports de pertes, d'analyses de frappes de contre-batterie et de vidéos montrant des systèmes détruits quelques instants après avoir ouvert le feu. C'est dans ce contexte que les ingénieurs reçoivent une consigne claire, presque brutale dans sa simplicité. Il ne s'agit pas de concevoir un système parfait. Il s'agit de concevoir un système possible. Possible à produire rapidement. Possible à entretenir sans infrastructure complexe. Possible à engager dans une guerre longue où l'usure compte autant que la performance pure. Cette approche tranche radicalement avec la philosophie française incarnée par le César, pensée comme un outil de haute précision, optimisé pour des opérations expéditionnaires avec un nombre limité de pièces soigneusement entretenues. Pour les concepteurs russes, le temps devient la variable centrale. Chaque solution est évaluée à l'aune de sa capacité à réduire les secondes inutiles. Un chargement entièrement automatique aurait sans doute amélioré le confort et la cadence, mais il aurait aussi introduit des mécanismes sensibles, dépendant de composants précis et plus difficiles à réparer en conditions dégradées. Le choix de s'en passer n'est pas un aveu de faiblesse, mais une acceptation consciente de la réalité industrielle et opérationnelle. Lorsque le premier prototype est dévoilé publiquement, les observateurs occidentaux cherchent une logique cachée, une innovation dissimulée sous une apparence simple. Ils ne la trouvent pas, car elle n'existe pas au sens classique. Malois ne cherche pas à impressionner, elle cherche à fonctionner. Là où le César mise sur l'intégration de systèmes sophistiqués et sur la protection de son équipage, la Malois assume une exposition plus grande en échange d'une réactivité maximale. Cette asymétrie choque, car elle remet en question une certitude profondément ancrée dans les armées occidentales, celle selon laquelle la technologie doit toujours compenser le risque humain. Sur le terrain, cette divergence devient encore plus visible. Les équipages russes sont formés à considérer la pièce comme un outil temporaire, jamais comme une position à défendre. La logique n'est pas de tenir, mais de passer, tirer, se déplacer, réapparaître ailleurs. Cette méthode exige une discipline extrême et une acceptation du danger, mais elle s'adapte parfaitement à un environnement saturé de capteurs. Alain Le César est pensé pour offrir à son équipage un espace de travail protégé, presque isolé du chaos extérieur, où la technologie réduit la fatigue et améliore la précision sur la durée. Ce contraste n'implique pas une supériorité évidente de l'un sur l'autre.
Il révèle plutôt deux visions opposées de la guerre moderne. D'un côté, une approche qualitative, où chaque système est un investissement lourd, presque un bijou industriel. De l'autre, une approche quantitative et pragmatique, où la robustesse et la répétabilité priment sur l'excellence individuelle. Malois s'inscrit pleinement dans cette seconde logique. Elle n'est pas conçue pour survivre à tout prix, mais pour être remplacée sans paralyser l'ensemble de la structure. Les exercices et les premières évaluations internes montrent rapidement que cette philosophie produit des résultats concrets. Les temps de réaction diminuent. Les pertes liées aux frappes de représailles baissent lorsque les procédures sont respectées. La mobilité sur route permet d'exploiter des réseaux secondaires impraticables pour les systèmes plus lourds. Chaque déplacement devient une forme de protection en soi. Ce sont des gains modestes pris individuellement, mais cumulés, ils transforment la manière dont l'artillerie est employée. En France, cette évolution est observée avec une attention croissante. Le César reste une référence, mais les retours du front ukrainien soulèvent des questions inconfortables. Que vaut une portée supérieure si l'ennemi peut produire et déployer davantage de pièces capables de frapper sans cesse? Que vaut le confort de l'équipage si la pression opérationnelle impose des déplacements incessants et des engagements brefs? Ces interrogations ne remettent pas en cause le système français, mais elles montrent que la guerre impose parfois des choix que la doctrine n'avait pas anticipés. Malois, dans ce cadre, n'est pas un concurrent direct du César au sens classique. Elle est un révélateur. Elle met en lumière les limites d'une vision où la supériorité technique est censée résoudre tous les problèmes. Elle rappelle que la guerre reste un affrontement de volonté, de ressources et d'adaptation constante. Et surtout, elle prépare le terrain à une confrontation bien plus profonde que celle des chiffres ou des fiches techniques. Car lorsque l'on dépasse les choix de conception et que l'on observe les conséquences concrètes sur le terrain, une autre question émerge, plus dérangeante encore. Comment ces deux systèmes se comportent-ils lorsque la guerre ne laisse aucun répit, lorsque les cadences s'emballent et que l'usure devient l'ennemi principal? Lorsque l'on observe Malois et César en action, la différence ne se lit pas seulement dans l'acier ou l'électronique, mais dans les gestes. Tout commence par le rythme imposé au corps humain. Sur Malois, chaque tir est le résultat d'un effort physique coordonné. Les obus sont lourds, encombrants, difficiles à manipuler dans l'urgence. Les charges propulsives suivent un chemin différent. Rien n'est fluide, rien n'est assisté au point d'effacer l'homme de la chaîne. Cette contrainte façonne une manière de combattre. Les tirs sont courts, calculés, jamais prolongés. L'équipage sait qu'il ne peut pas soutenir un feu continu sans s'exposer inutilement. La machine dicte une discipline brutale. Frapper vite, puis disparaître avant que la fatigue ne transforme la vitesse en lenteur mortelle. Sur César, la logique est radicalement différente. Le calcul balistique, l'orientation, une partie du chargement, tout est pensé pour réduire l'effort et préserver l'équipage sur la durée. Le système accepte des séquences plus longues, des ajustements précis, des corrections successives. Le corps humain y est protégé, isolé autant que possible du stress immédiat. Cette approche permet une précision remarquable et une efficacité constante, mais elle suppose une chose essentielle, le temps. Du temps pour tirer plusieurs coups, du temps pour exploiter la portée, du temps pour que la technologie exprime pleinement son avantage. La guerre ukrainienne ne respecte pas toujours ce tempo. Les capteurs adverses réduisent la fenêtre d'action. Le premier tir n'est plus un acte isolé, mais un signal. Dès qu'il est repéré, le compte à rebours commence. Dans ce contexte, Malois n'essaie pas de rivaliser sur la finesse. Elle joue sur la surprise et la brièveté. Les équipages apprennent à renoncer à l'idée de domination prolongée. Leur objectif n'est pas de saturer une zone, mais de perturber, de frapper un point précis, puis de s'évanouir dans le réseau routier. Cette différence devient particulièrement visible lorsque l'on parle de cadence réelle, non pas celle annoncée dans les brochures, mais celle que l'on peut maintenir jour après jour. Sur le papier, César dispose d'une cadence impressionnante. En pratique, elle dépend fortement de la logistique, de l'état des systèmes mécaniques et du respect des cycles d'entretien. La précision a un prix, et ce prix se paie en maintenance, en pièces de rechange et en pauses nécessaires pour éviter l'usure prématurée. Malois, elle, accepte l'imperfection. Sa cadence maximale n'est pas pensée pour durer, mais pour être suffisante. Le système tolère une utilisation plus rude, moins élégante, mais plus répétitive.
Là où un arrêt technique peut immobiliser un système sophistiqué, une solution plus simple permet parfois de continuer à tirer malgré une dégradation partielle. Cette tolérance n'est pas un hasard. Elle est le produit d'une doctrine qui anticipe des pertes, des réparations improvisées et une exploitation intensive sans retour systématique vers des centres spécialisés. Le contraste se renforce lorsqu'il s'agit de survivre à la contre-batterie. César mise sur la distance. Sa portée supérieure lui permet de frapper depuis des zones théoriquement hors d'atteinte de nombreux systèmes adverses. Malois, avec une portée plus modeste, compense par la mobilité immédiate. Elle accepte de tirer depuis des positions moins idéales, mais plus éphémères. Cette tactique réduit la probabilité d'un tir de représailles précis, non pas en rendant la pièce invisible, mais en la rendant fugitive. Dans les retours du terrain, une réalité revient sans cesse. La plupart des pertes ne sont pas causées par des duels d'artillerie prolongés, mais par des frappes rapides déclenchées après une détection. Dans ces conditions, la question n'est pas seulement de savoir qui tire le plus loin ou le plus précisément, mais qui peut quitter la zone avant que la réponse n'arrive. Malois est construite autour de cette idée. César, lui, doit adapter son emploi pour ne pas transformer son avantage technologique en vulnérabilité. Cette opposition crée une tension constante. Le système français excelle lorsqu'il peut exploiter pleinement ses capacités dans un cadre maîtrisé, avec une coordination fine et un soutien logistique solide. Le système russe s'impose lorsqu'il faut improviser, frapper sans prévenir et accepter une part de chaos. Aucun des deux n'est intrinsèquement supérieur dans l'absolu. Leur efficacité dépend entièrement du contexte et de la manière dont ils sont engagés. Au fil des semaines, les analystes commencent à comprendre que la comparaison directe est trompeuse. Malois n'est pas une version dégradée du César, elle est une réponse différente à une même menace. Elle sacrifie le confort pour gagner en adaptabilité. Elle sacrifie la portée pour gagner en répétabilité. Elle sacrifie l'élégance pour gagner en résilience opérationnelle. Mais cette résilience a un coût humain évident. Les équipages travaillent à découvert, sous pression constante, avec une fatigue accrue. Ce choix n'est pas idéologique. Il est imposé par une vision de la guerre où la machine est remplaçable, mais où la continuité de l'effort prime sur la protection individuelle maximale. Cette logique heurte profondément la culture militaire française, où la préservation de l'équipage fait partie intégrante de la valeur du système. C'est précisément dans cette fracture que se joue le cœur du duel entre Malois et César, non pas dans une confrontation directe, mais dans la manière dont chacun encaisse l'usure du temps, des déplacements incessants et de la guerre d'attrition. Et lorsque cette usure s'installe, une autre dimension devient décisive, bien au-delà des performances initiales. À mesure que le conflit s'étire, une vérité implacable s'impose aux états-majors. La guerre ne se gagne pas uniquement avec des systèmes performants, mais avec des systèmes disponibles. Les pertes ne sont plus des anomalies statistiques, elles deviennent une variable structurelle. Chaque pièce détruite, immobilisée ou retirée pour réparation, modifie l'équilibre local du feu. C'est à ce niveau que le duel entre Malois et César change de nature et quitte définitivement le terrain de la comparaison technologique pour entrer dans celui de l'endurance industrielle. Dans une guerre d'attrition, le rythme de remplacement compte autant que la qualité initiale. Un système sophistiqué impose une chaîne logistique complexe. Il exige des pièces spécifiques, des spécialistes formés, des délais de remise en état qui ne dépendent pas toujours du front, mais d'ateliers éloignés, parfois situés hors du pays engagé. Chaque immobilisation devient alors une absence prolongée. Le César, conçu pour durer et frapper avec précision, révèle ici une contrainte rarement évoquée dans les brochures. Son excellence repose sur un écosystème stable, que la guerre longue met à rude épreuve. La Malois, à l'inverse, s'inscrit dans une logique radicalement différente. Elle n'est pas pensée pour être préservée indéfiniment, mais pour être reproduite. Sa conception repose sur des composants déjà maîtrisés par l'industrie russe depuis des décennies. Cette continuité industrielle permet une remise en ligne rapide des chaînes de production, même sous pression. Les mécaniciens n'ont pas besoin d'apprendre un nouveau langage technique. Les pièces circulent dans des circuits déjà existants. La réparation devient une opération courante, parfois improvisée, mais rarement bloquante sur le long terme. Cette différence se manifeste de façon brutale lorsque les pertes augmentent. Là où chaque César neutralisé représente une décision lourde, presque stratégique,
Chaque Malois endommagé s'inscrit dans un calcul d'attrition assumé. La machine n'est pas un joyau à préserver, mais un outil consommable dans un effort prolongé. Cette philosophie choque les observateurs occidentaux, mais elle correspond à une réalité historique que la Russie a intégrée depuis longtemps. La guerre moderne ne récompense pas uniquement la perfection, elle récompense la capacité à continuer malgré les coûts. Les chiffres de production commencent alors à prendre une dimension stratégique. Un système coûteux impose un arbitrage permanent entre quantité et qualité. Un système plus simple permet d'absorber les pertes sans rupture opérationnelle majeure. Dans ce contexte, la Malwa devient un multiplicateur de présence. Elle n'écrase pas l'adversaire par sa supériorité individuelle, mais par sa répétition. Chaque apparition sur le terrain maintient la pression, oblige l'ennemi à disperser ses moyens de détection et de réponse. Cette dynamique influence directement l'emploi de l'artillerie française. Le César reste redoutable lorsqu'il est utilisé dans des conditions optimales, avec une coordination étroite et une logistique fluide. Mais la multiplication des systèmes adverses impose une vigilance constante. Chaque tir doit être justifié, chaque position soigneusement choisie. La marge d'erreur se réduit à mesure que la densité de l'artillerie ennemie augmente. Le temps devient un ennemi aussi dangereux que les obus. Un autre facteur commence alors à peser lourdement, l'usure. Les systèmes modernes, optimisés pour la performance, tolèrent mal une exploitation excessive. Les contraintes mécaniques, thermiques et électroniques s'accumulent. Les cycles de maintenance s'allongent. À l'inverse, une conception plus rustique accepte une dégradation progressive sans effondrement immédiat de ses capacités. La Malwa n'est pas immune à l'usure, mais elle est conçue pour fonctionner malgré elle, quitte à sacrifier une partie de ses performances nominales. Cette capacité à continuer, même imparfaitement, devient cruciale lorsque les combats s'intensifient. La guerre ne laisse pas toujours le choix du moment idéal pour engager une pièce. Elle impose parfois d'agir avec ce qui est disponible, ici et maintenant. Dans ce cadre, la flexibilité industrielle et la tolérance à l'imperfection prennent une valeur stratégique immense. Les analystes occidentaux commencent alors à revoir certaines hypothèses. La supériorité qualitative ne disparaît pas, mais elle ne suffit plus à elle seule à garantir un avantage durable. Le duel entre Malwa et César illustre une réalité inconfortable. La guerre moderne récompense ceux qui peuvent encaisser le choc initial et continuer à produire, réparer et engager, encore et encore. Cette évolution ne signifie pas que le modèle français est obsolète. Elle montre simplement qu'il est confronté à un adversaire qui joue selon d'autres règles, avec d'autres priorités. La confrontation n'est plus seulement militaire, elle est industrielle, logistique et humaine. Et dans cette confrontation, chaque choix de conception révèle ses conséquences à long terme. À ce stade, une dernière question reste en suspens. Lorsque l'usure atteint son point critique, lorsque les pertes s'accumulent et que la pression ne faiblit pas, lequel de ces deux systèmes conserve encore une marge de manœuvre réelle sur le champ de bataille? Lorsque la guerre atteint son rythme le plus dur, il ne reste plus beaucoup de place pour les théories. Les systèmes sont engagés jusqu'à leurs limites, non pas celles prévues par les ingénieurs, mais celles imposées par le terrain, par la fatigue humaine et par la pression constante de l'ennemi. C'est à ce moment précis que l'opposition entre Malwa et César cesse d'être abstraite et devient une suite de choix irréversibles. Dans les zones où la densité de capteurs est maximale, chaque engagement ressemble à un pari. Le César conserve un avantage clair lorsqu'il peut exploiter pleinement sa portée et son intégration numérique. Tirer depuis l'arrière, frapper avec précision, limiter l'exposition directe de l'équipage. Tout cela reste valable tant que la chaîne logistique suit et que les fenêtres d'action ne se referment pas trop vite. Mais à mesure que la pression augmente, ces fenêtres se réduisent. Les opportunités deviennent plus rares, plus brèves, plus risquées. Malwa, dans ces mêmes conditions, accepte une autre forme de contrainte. Elle n'attend pas l'instant idéal. Elle s'insère dans les interstices du champ de bataille. Une route secondaire, un chemin agricole, une clairière improvisée suffisent. La pièce arrive, frappe, puis se retire avant que la situation ne se stabilise. Ce n'est pas une démonstration de force, mais une méthode d'érosion. Chaque tir n'est pas décisif en soi, mais l'accumulation finit par peser sur l'adversaire. Lorsque certaines unités commencent à perdre des pièces, la différence de philosophie devient encore plus visible. La neutralisation d'un César est un événement lourd de conséquences.
Elle réduit immédiatement la capacité globale de feu et nécessite une décision stratégique pour le remplacement ou la réparation. La perte d'une Malois s'inscrit dans un calcul différent. Elle est intégrée à l'équation dès le départ. Le système est conçu pour être sacrifié si nécessaire, sans que l'ensemble du dispositif ne s'effondre. Cette logique se reflète aussi dans l'évolution des tactiques. Les équipages français privilégient la coordination, la planification précise et l'intégration avec d'autres moyens. Les équipages russes misent sur la répétition, la dispersion et la mobilité constante. Deux manières de faire la guerre, deux manières d'accepter le risque. Ni l'une ni l'autre n'est confortable. Elles répondent simplement à des réalités différentes. À mesure que les mois passent, la guerre impose ses propres verdicts. Les systèmes les plus performants restent redoutables, mais ils deviennent aussi plus rares sur les zones les plus exposées. Les systèmes plus simples occupent l'espace, saturent l'attention adverse et forcent des choix difficiles. Faut-il concentrer les moyens pour éliminer une menace ponctuelle ou accepter une pression continue difficile à neutraliser totalement? Dans cette dynamique, Malois ne renverse pas l'équilibre par un exploit spectaculaire. Elle s'impose par la persistance. Elle n'est jamais la pièce maîtresse, mais elle est toujours là. Le César, de son côté, conserve son statut d'outil d'excellence, mais il doit être employé avec une prudence croissante, sous peine de transformer sa valeur en vulnérabilité. La confrontation ne se conclut pas par une victoire nette et immédiate. Elle se termine lorsque les conditions opérationnelles changent, lorsque certaines zones deviennent trop saturées pour permettre un emploi efficace, lorsque les pertes, l'usure et les contraintes logistiques redéfinissent les priorités. À ce stade, chaque système atteint les limites de son concept, l'un par l'épuisement humain et matériel, l'autre par la raréfaction et la nécessité de préserver ce qui reste. C'est ainsi que s'achève l'épreuve Malois pour le César et inversement, non pas par une démonstration finale, mais par une réalité implacable. Aucune machine ne gagne seule une guerre. Ce sont les choix industriels, tactiques et humains qui déterminent combien de temps un système peut rester pertinent avant d'être retiré, remplacé ou relégué à un rôle secondaire. Si cette plongée dans la confrontation entre l'artillerie française et l'artillerie russe t'a intéressé, n'hésite pas à laisser un like sous la vidéo. Dis-moi en commentaire quel système ou quel affrontement militaire tu aimerais voir analysé ensuite, et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires.